Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Les épisodes du mois de novembre qui seront, comme convenu, deux gros épisodes avec nutrition, entraînement. On va discuter de plein de trucs. Je tiens à rappeler que pour le deuxième épisode du mois de novembre, il vous reste quelques jours, très peu. Il vous reste 2 jours pour participer et peut-être faire partie de l'épisode suivant. C'est simple, l'épisode qui sera le prochain sera un épisode étude de cas. Et vous avez la possibilité de faire votre propre étude de cas. Pour cela, une seule condition, me laisser un commentaire et bien sûr suivre le podcast sur votre plateforme préférée. Et une fois que c'est OK, vous pouvez candidater ou tout simplement compléter le document qui est en description. Je vous rassure, si vous n'êtes pas sélectionné pour le prochain épisode, je tirerai au sort, eh bien vous serez toujours pris en compte pour les prochains épisodes que je ferai sur ce format-là. Donc, si ça vous intéresse, le lien est en description. En attendant, nous, pour notre épisode du jour, on va se retrouver aujourd'hui pour des études de cas, On va se retrouver aujourd'hui pour des études, tout simplement, qui sont parues, ou des groupes d'études qui ont été publiés courant l'automne. Je fais régulièrement ça avec vous, on regarde des études sur des thématiques qui peuvent nous intéresser, et surtout qui sont intéressantes. Je sélectionne bien sûr que ce qui est intéressant, sinon l'épisode n'a pas lieu d'être. Et aujourd'hui j'en ai une plâtrée à vous proposer. Alors aujourd'hui on va regarder 5, et je me suis focus sur la thématique des habitudes. Il y a eu plein de trucs très sympas qui ont été publiés, qui vont vous intéresser sur la santé, sur les entraînements ou sur la nutrition, et que ce soit des bonnes ou des mauvaises habitudes. Et la première étude qui nous intéresse aujourd'hui, alors là c'est ma spéciale, et je sais qu'il y en a qui vont dire « Encore, il nous parle de ça, il est relou ». C'est quoi à votre avis? C'est quoi le truc dont je parle régulièrement avec vous? Alors ça peut faire un petit moment que j'en ai pas fait. J'avais carrément fait un épisode dédié à ça l'année dernière. C'est de la nutrition. J'avais fait un gros épisode pour remettre les pendules à l'heure et bien comprendre le sujet avec toutes les études qu'on a, parce que le sujet est très étudié. À votre avis, c'est quoi? C'est la caféine. Et la caféine, on a à nouveau une superbe étude aujourd'hui avec du coup une consommation qui va être intéressante. Alors pour le topo et pour vous rappeler un petit peu où on en est sans trop étalé, parce que j'ai fait un grand podcast dédié à ça que vous allez retrouver sur la chaîne qui va vous intéresser énormément. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où on en est sur cette caféine. Globalement, ce que je vous avais dit, c'est qu'une consommation peut être intéressante, mais en vérité, c'est énormément de placebo. Et surtout, il y a malheureusement des conséquences à la consommation de caféine lorsqu'elle est régulière ou lorsqu'elle est trop importante. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est la durée de vie de la caféine. C'est tout simplement, quelle est sa durée de vie. Aujourd'hui, ce qu'on sait à peu près, et ce qu'on a retenu, c'est que si vous vous couchez vers 22-23 heures, l'idée c'est de couper sa caféine vers 14-15 heures. C'est à peu près ça. Donc en termes d'heures, l'idée c'était à peu près 6-8 heures. Là, il faut arrêter de consommer de la caféine, sinon ça va poser souci. Bien sûr, toujours en quantité modérée, puisqu'il y a des conséquences qui sont soit catastrophiques à grand dosage, soit qui sont néfastes tout simplement à plus petit dosage régulier. Bref, si vous voulez voir tout ça, il y a le podcast qui est dédié pour ça, je vous le mettrai en lien en description. Et donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est sa durée de vie. Donc on avait sur cette étude une dose modérée de caféine consommée, qui était de 100 mg. En gros, c'est une tasse de café classique. Avec à côté une forte dose de caféine, 400 mg. En gros, 2 Monster, un peu plus que 2 Monster, mais c'est à peu près ça, ou 4 cafés. Donc ça, on est sur une grande dose de caféine. Et on a une troisième partie qui est du coup un placebo avec 0 mg. Les 3 doses ont été consommées 4, 8 heures et 12 heures avant le coucher et à différentes occasions par un groupe d'hommes de consommateurs modérés. Ce qu'on appelle consommateurs modérés, c'est qu'ils en consomment souvent de la caféine à peu près 2-3 tasses par jour. Donc souvent une moyenne de consommation de 200 à 300 mg. Et dans ce qu'on a pu observer, c'est que même à 12 heures du coucher, à 12 heures d'écart, donc admettons coucher 22 heures, à 10 heures du matin, le groupe, en tout cas la partie étudiée avec la dose la plus élevée, a perturbé l'endormissement et la construction des phases de sommeil des individus.
Et puis la consommation, elle était proche de l'heure du coucher, donc admettons plus de 10 heures du matin dans notre exemple du 22 heures, plus on avait une fragmentation du sommeil importante. C'est-à-dire que les phases étaient de plus en plus de mauvaise qualité. Ce qu'on appelle de la bonne qualité en sommeil, c'est le sommeil profond, hein, c'est celui qui nous intéresse le plus. Et les effets négatifs sur la qualité du sommeil sont survenus même lorsque les individus n'étaient pas conscients subjectivement. Le fait que l'on ne s'en sent pas forcément énergisé par la caféine, ça ne veut pas dire que ça affecte pas le sommeil. Ça, c'est un des trucs que vous me donnez le plus souvent en exemple, et qui a été écrit noir sur blanc par nos chères études, c'est que ce ressenti-là n'est pas du tout un facteur pour dire ok, la caféine, c'est pas grave pour moi. Et c'est un peu humain de se dire que voilà un truc qu'on aime bien boire, qui peut être pesant, comme je sais pas si vous adorez le café, vous adorez les monsters comme moi je vais pas vous mentir, hein, c'est mon plus gros problème. Si j'ai un truc que je dois changer dans ma vie, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on peut pas utiliser cette excuse. J'aimerais, comme vous, hein, j'aimerais beaucoup utiliser cette excuse. Mais malheureusement, on peut pas dire ouais, je sens pas trop les effets, donc ça fonctionne pas chez moi. En réalité, tu as les effets négatifs. Et si un jour tu essayes d'arrêter, tu vas le sentir que tu es mieux. Et le fait qu'on ne se sente pas forcément énergisé par la caféine, ça ne veut pas du tout dire que ça affecte pas le sommeil. Bien au contraire. Et ça présente un risque de tomber dans cette spirale négative. Aujourd'hui, la caféine est classée comme une drogue. On a cet effet de sevrage qui peut être mis en place pour avoir l'arrêt de ces effets négatifs sur la caféine. Encore une fois, je vous laisse aller voir l'épisode dédié en description. Donc, la faible dose aussi n'avait pas, par contre, d'effet significatif sur la qualité du sommeil. Donc, notre cher café fois une ou non. Et jusqu'à 4 heures avant le coucher. Alors, 4 heures avant le coucher, ça va. Mais cependant, au niveau absolu, on a tous les indicateurs de qualité du sommeil qui favorisent le groupe placebo. C'est-à-dire que, bon, faible dose, ok, ça peut passer. Le placebo, il est ultra vainqueur. Et de très loin. Et ça peut être difficile, du coup, de se dire, ok, bah, est-ce que tout ça est véridique en quantité? En gros, l'idée, c'est de se dire que la quantité est un problème et la consommation proche du sommeil peut poser souci pour ces quantités-là. Ensuite, malheureusement, on a aussi une variation individuelle, dans le sens où c'est des hommes, mais après, on a des variations de génétique, la tolérance aussi qui change entre les individus. Si vous êtes plus lourd, si vous êtes moins lourd, si vous absorbez facilement les choses, si vous absorbez moins les choses. Prenez l'exemple d'une personne qui absorbe de manière très favorable l'alcool, par exemple, versus une autre personne qui ne l'est pas du tout. C'est un peu cette idée-là. Et donc, on peut avoir des variations qui sont pas non plus voilà, les plus modèles, mais bon, les idées sont là, hein, et encore une fois, on a pu le démontrer parce que c'est pas la première fois. Une méta-analyse de 24 études, qui était récente d'ailleurs, avait conclu qu'une seule tasse de café tendait à avoir des effets de réduction de qualité du sommeil jusqu'à 9 heures d'écart. Donc si on prend notre exemple du 22 heures, je vous laisse calculer, ça fait 13 heures maximum, il faut s'arrêter. Et pour éviter une réduction du temps total de sommeil, par conséquent, ça devrait être consommé sur cette distance-là, en sachant qu'une portion qui est standard de complément alimentaire de pré-entraînement, juste pour information, c'est en général le double de cette dose-là. Voilà. Et là, on est plutôt sur un 13 heures avant le coucher, sur cette méta-analyse de 24 études. Encore une fois, c'est très très lourd comme preuve scientifique. 13 heures avant le coucher, donc dans notre exemple, ça veut dire 9 heures du matin, pas plus. Je sais que la plupart du temps, quand on consomme de la caféine, ce qui nous intéresse, c'est plutôt après une journée qui a été longue, qui a été lourde. Malheureusement, pour ces situations-là, c'est pas adapté. Étude suivante. Dans une nouvelle étude, au cours d'examen, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la fin encore de l'étude en question, mais on a déjà des très belles choses qui sont parues. Là ici, on est plus dans l'anecdotique. Sur cette étude-là, on a des chercheurs qui ont cherché à savoir qui a le plus de chances de réussir à perdre du poids et pourquoi au niveau, comment vous dire, de l'activité sexuelle. Comment vous dire, je l'ai dit. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si activité ou pas, est-ce que ça peut nous aider dans la perte de poids. Et on a analysé les données de 130 participants, d'un essai qui s'appelle Calorie, qui prédit du coup les pertes de poids. Et les données recueillies sur chacun des participants étaient plutôt intéressantes et complètes. L'étude, elle a été publiée dans American Journal of Clinical Nutrition, et la plupart des prédictions ont confirmé les recherches antérieures. Parce que, bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je crois, sur le podcast par le passé, mais la libido et le sexe, c'est quand même très très utile pour la réussite d'un individu, à la fois au niveau de son bonheur,
et à la fois au niveau de sa réussite physique, que ce soit en termes de composition de graisse ou de masse musculaire, et du coup, en fait, de production hormonale et de construction de masse musculaire. Donc en somme, c'est pas non plus un sujet non étudié. On sait que déjà aujourd'hui, l'activité sexuelle, ça favorise ces réussites-là. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette étude, c'est plutôt pour perdre de poids. Voilà. Donc c'était déjà quelque chose qui avait été observé par le passé. Et cependant, aujourd'hui, la découverte principale, elle est encore plus intéressante, c'est que ils ont identifié des nouveaux prédicteurs. Des prédicteurs, à savoir la satisfaction orgasmique. Alors là, on est sur un podcast particulier, j'espère que vous n'avez pas d'enfants autour de vous. Que vous êtes en voiture, tout va bien. Et les comportements expériences sexuelles. Alors, du coup, ici, on est plutôt dans le bizarre, parce que les individus qui avaient une satisfaction moins bonne, donc qui donnaient un résultat moins bon au niveau de leurs orgasmes, et ayant des rapports sexuels pourtant fréquents, étaient plus susceptibles de perdre du poids que les autres. C'est du coup, en fait, l'idée était de dire que ceux qui ont le plus de sexe possible, et pas forcément le meilleur ressenti par rapport à ça, étaient ceux qui réussissaient le mieux. En gros, la clé, c'est toujours d'avoir une activité physique. En gros, l'idée est là. On a les bénéfices qui sont liés aux hormones du bonheur, qui sont liés à ça, qui sont plus de l'ordre de l'après, du bénéfice. Et ensuite, on a les résultats directs qui sont forcément que ceux qui ont le plus d'activité physique, qui sont peut-être le plus torrides dans ces activités-là, ont plus de dépenses caloriques et donc plus de résultats. Voilà, je vous laisse un peu discuter si vous voulez de ces résultats et y réfléchir. Moi, je trouve ça intéressant. Mais voilà, pas de secret, hein, faut bouger. Ensuite, méta-analyse suivante, et pas des moindres. Ici, on n'est plus trop dans l'anecdotique, mais en vrai, ça reste un peu. Ça va, on est dans du plus soft. C'est l'éducation. Ça peut peut-être vous intéresser pour des enfants potentiels ou pour votre jeunesse, ça dépend de votre âge. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que cette méta-analyse de 36 études, on est encore sur un sacré pâté, a révélé que les étudiants qui avaient des niveaux élevés d'activité physique, donc qui bougeaient beaucoup, avaient plus de chances d'obtenir de bonnes performances académiques et ayant de faibles niveaux que ceux ayant de faibles niveaux d'activité physique. Et on a une relation qui est en partie causale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est totalement causal, mais quand même pas mal. Et j'ai partagé avec vous déjà, c'était il y a peut-être 6 mois, les résultats d'études concernant ce sujet, sur le fonctionnement et sur les résultats au niveau de la réflexion, et comment la musculation aide à être plus intelligent. Et en fait, aujourd'hui, on a même des résultats sur le côté dépression, voilà, sur beaucoup d'autres sujets qui font que la musculation ou les activités de sport de force ont ces bénéfices-là, et même tout simplement ici notre activité physique. Et en fait, l'association qu'on a entre le physique et l'académie, c'est aussi lié à la personnalité. Et là-dessus, je rejoins énormément ce qui a été dit sur le sujet, dans le sens où j'en ai fait moi-même les frais, entre guillemets. C'est tout simplement de dire que, en fait, moi, ces années-là, qui ont été mes années d'apprentissage, à la fois professionnelles, donc avec mes études financières à la base, puis mes études que j'ai fait, que je faisais le soir, en fait, ça nous a donné une grande discipline. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me rejoindre là-dessus. Mais ça nous donne en fait cette discipline de travail. Parce que ce sont des sports qui demandent une certaine globalité d'y réfléchir. On n'est pas juste dans je prends mes raquettes, je joue au ping-pong. J'y réfléchis et je me dis, ok, j'ai envie de réussir en musculation, mais ça peut être dans un autre sport, encore une fois. Ça a été vraiment le mood de dire, ok, je fais attention à ma diète, je fais attention à ma dormir, je fais attention à pas trop stresser. Et en fait, tout ça, ça nous lance un engrenage qui fait que du coup, on applique ce qu'on cherche en bénéfice dans ce sport-là, dans cette discipline-là, et en fait, ça vient s'étaler sur ce qu'il y a à côté, à la fois sur nos relations sociales, je l'espère, et sur, bien sûr, l'intellect aussi derrière. Et personnellement, ça m'a appris à être rigoureux, à gérer mon temps, et du coup, ça a forcément eu un impact monumental sur ma carrière aujourd'hui. Et je ne peux pas dire le contraire. Donc clairement, je pense que je rejoins totalement ce qui a été dit sur le sujet ici et l'étude parce que en vrai, c'est le meilleur moyen de devenir quelqu'un, c'est d'avoir un bon développement personnel et on est dans un sport qui demande du développement personnel. Donc c'est tout bénef. Voilà, c'est le petite étude sympathique. Alors c'est pas non plus des plus cohérents, encore une fois, on n'est pas totalement sur un lien direct.
Mais tout était positif, en tout cas dans le bon sens pour cela. On a même des passionnés qui avaient parfois tiré la moyenne vers le bas. En tant que personne, du coup, ayant vécu ça, moi je rejoins les résultats. Et donc forcément, ça peut être vécu aussi comme un facteur de motivation. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça cohérent. Ensuite, notre chère étude suivante. Alors, ça remonte un peu, ce que je vais vous dire. Ça remonte un peu. On va discuter de petits résultats divers qui concernent du coup l'évolution. Et en fait, on a aujourd'hui cette étude. Donc la conclusion, je vais vous la dire tout de suite, c'est que les bienfaits de l'exercice sont pour la vie et même au niveau d'entraînement, pour une bonne performance, on a des résultats qui sont ad vita aeternam. Mais il y a une certaine limite à tout ça. C'est quoi la limite? C'est malheureusement le surentraînement. Et en fait, cette limite-là, elle est à peu près aujourd'hui étudiée à environ une dizaine d'heures par semaine ou plus d'activité physique. Alors pour certains, ça s'atteint facilement, pour d'autres, c'est beaucoup et ça sera jamais dans vos papiers. Mais on a globalement à peu près des personnes qui malheureusement ne vont pas avoir vraiment ces mêmes effets de bénéfices de longévité et de santé via l'abus en fait et la non-tolérance du nombre d'heures. En pensant être en bonne santé et être modèle, en réalité, ils ne le sont pas. J'en connais beaucoup d'ailleurs des personnes qui... j'en connais plus vraiment parce que ça a changé. Mais j'ai coaché beaucoup de personnes qui effectivement ne faisaient pas attention, s'entraînaient beaucoup trop, ne voulaient pas forcément l'entendre et malheureusement n'ont pas eu trop le choix de constater la réalité qu'en s'entraînant moins, ils avaient plus de résultats. Et en soi, du coup, ça peut se retrouver à être un excès qui va dépendre, qui va malheureusement faire le fameux effet du sachet de billes dont je vous parle souvent, c'est-à-dire que vous n'avez pas autant de billes que possible, il va falloir les allouer dans ce qui est possible. Et si malheureusement vous cherchez à allouer plus de billes que vous en avez, vous allez creuser le fond du sac. Et après, du coup, les effets, c'est par exemple réduction de l'efficacité sexuelle ou hormonale, de manière générale, fatigue chronique, fatigue qui peut être physique, mais qui peut être aussi mentale, et aussi tout simplement dépression. Donc, il faut savoir s'entraîner, c'est vrai, mais il faut savoir aussi se respecter. Notre dernière étude du jour, messieurs, dames, notre étude aujourd'hui, sur laquelle on va clôturer cet épisode, c'est une étude de nutrition. Et elle m'intéresse beaucoup, cette étude, parce que c'est un truc sur lequel je bassine un peu mes élèves en coaching. Donc je comprends déjà, bien sûr, le petit souci, mais en fait, c'est pas tout blanc. L'idée, c'est qu'en fait, moi, en coaching, lorsque je m'occupe de personnes, je leur demande un bilan sanguin. Et ce que je veux observer, c'est pas seulement le bilan standard, c'est bien sûr les résultats au niveau de la micronutrition. Et notre dernière étude, elle porte sur ce sujet. La nouvelle étude sur les micronutriments de 185 pays et sur nos 15 micronutriments principaux a révélé que la majorité des personnes qui souffrent de carences a révélé que la majorité de ces pays ont des carences nutritionnelles. Pardon. Donc effectivement, ça rejoint un peu mes inquiétudes, mais c'est ce que j'observe quasiment tout le temps. C'est quelque chose qu'on avait déjà observé par le passé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont carencés. La carence, elle arrive très facilement. Pour une femme, c'est simple, elle a des pertes qui sont hydriques, qui sont mensuelles. Ensuite, pour quelqu'un qui fait du sport, on a des pertes qui sont aussi liées à la sudation, à nouveau, et selon bien sûr le niveau d'activité ou tout simplement l'activité physique en question. Quelqu'un qui fait énormément de sport de type cardio va potentiellement beaucoup transpirer et perdre beaucoup de minéraux. Par exemple, quelqu'un aussi qui est tout simplement sujet à pas mal transpirer ou, selon la météo de votre pays, va induire encore des pertes minérales. Et tout ça, ça fait que on a du minéral qui est perdu, mais globalement aussi parfois des vitamines qui sont en manque dans l'alimentation, et donc forcément on arrive facilement à des carences. En tout cas, si je vous dis souvent, voilà, prenez du zinc, prenez du magnésium parce que trop dur à trouver dans l'alimentation, c'est pas juste pour tout simplement faire sourire ou même pour vendre. C'est parce que c'est des choses qu'on trouve difficilement et sur lesquelles on a souvent une carence. L'alimentation, aujourd'hui, si vous êtes en France, ou plutôt
En métropole, c'est facile d'avoir vos vitamines. On a une quantité de fruits et légumes incroyable. On a une chance monumentale parce que les autres pays ne l'ont pas. Je suis en Corée du Sud, je peux vous le dire, il n'y a pas de fruits ici. Et franchement, ça me manque beaucoup. J'en mange 3 par jour en France. Et clairement, ici, c'est beaucoup de légumes. On a des bons légumes, mais on n'a pas autant de chance en Corée du Sud qu'on a en France. Profitez-en, je vous le dis. D'ailleurs, vous en dites quoi de ma petite tonnelle là? Ma petite terrasse. Bon, par contre, il y a un petit peu de vent, c'est le petit problème. Et j'ai dû me mettre à l'intérieur parce que le soleil il tape fort. Et sinon, j'allais vous regarder comme. Voilà. Vous avez compris. Bref, on continue avec notre étude et ce qui a été démontré. Et du coup, l'idée, c'est que on le savait un peu que c'était comme ça, on avait déjà pu étudier ça, mais en fait, ce qui a été constaté, c'est que l'écart se creuse. C'est plus qu'auparavant. Et dans toutes les régions et tous les pays, quels que soient les niveaux de revenus d'ailleurs. Ça, c'était intéressant. C'est que du coup, ben, riche, moins riche, il n'y a pas vraiment de différence. On ne consomme pas assez des micronutriments essentiels. Et vous pourriez du coup vous dire que bah, c'est parce que les personnes ne font pas attention et du coup c'est voilà, c'est parce que c'est pas leur mode de vie. Bah, en fait, vous avez tort. Plusieurs études, elles ont montré déjà que ça soit des bodybuilders, des athlètes ou des personnes suivant des régimes populaires, classiques, connus, on va dire, bah, ne respectent pas forcément les apports qui sont recommandés en micronutriments. Et d'ailleurs, pour cause, je fais un petit coucou à mes élèves, il y en a plein, au bout de 3 mois, je leur ai déjà dit, fais attention, le zinc c'est important, le magnésium c'est important, et au bout de 3 mois, ils m'envoient peut-être un message, ils me disent, ouais, c'est quoi les compléments qui sont pas mal à prendre? Du coup, vous avez un peu l'idée, mais c'est malheureusement aussi ce qu'on a observé déjà sur le terrain. Et même sans tenir en compte du fait que ben, les personnes ont des besoins qui sont parfois plus élevés. Si votre alimentation, elle est basée sur des aliments qui sont complets, votre risque de carence, il est beaucoup plus faible. C'est vraiment l'idée d'avoir l'arc-en-ciel dans l'assiette. Pensez toujours à ça. Dans la journée, vous devez avoir toutes les couleurs de fruits et légumes. Essayez d'en manger 5, 6 minimum. Et donc l'idée, c'est l'arc-en-ciel dans l'assiette. Parce que cet arc-en-ciel dans l'assiette, ça vous fait toutes vos couleurs, ça vous fait beaucoup de vitamines qui sont variées. 5, 6 fruits et légumes par jour et en quantité suffisante. Et variés, bien sûr. Encore une fois, hein, ces fruits et légumes, ça ne veut pas dire 4 fois de la salade et 2 fois des pommes. Non, ça marche pas comme ça. Donc, pensez à ça, pensez à apporter de la vitamine C systématiquement tous les jours pour assurer un bon système immunitaire. Vitamine C, c'est un aliment, ça va vous faire l'affaire. Pensez au kiwi, ça fait une quantité journalière. Des brocolis, par exemple, des fraises, du melon, des pêches, des abricots. Bon, il y a beaucoup de fruits. Souvent, c'est des fruits. Pour ça, on sait que des fois, c'est un petit peu plus compliqué en hiver. Chez nous, on a les poivrons qui sont pas mal et qui sont complets aussi pour ça. Bref, et donc je continue sur le sujet, mais voilà, l'idée est là-dessus. Et votre risque est du coup beaucoup plus faible qu'une personne bah, qui vit forcément d'alimentation transformée avec ces principes-là qui sont respectés. Mais ça garantit pas tout. La plupart des compléments, d'ailleurs, encore une fois, peut-être que vous pensez peut-être à ça qui peut être très utile, c'est les multivitamines. Les multivitamines, malheureusement, c'est souvent très mal dosé. Je vous recommande surtout pas de faire ça. Je vous recommande plutôt de prendre les choses séparément. Je sais, ça fait peut-être un coût supplémentaire, mais dites-vous que le coût, il a une origine. On vous baisse pas la gueule avec des produits de merde à l'intérieur. Et ensuite, l'autre idée, c'est que sur le multivitamine, on a étudié déjà, et j'en ai parlé avec vous au printemps, qu'il y a plus de risques de mourir d'un multivitamine que d'avoir des bénéfices d'un multivitamine. Ça fait beaucoup bouger la balance. Parce que malheureusement, souvent les ingrédients sont de piètre qualité, voire dangereux à l'intérieur, et les doses sont très très mal gérées. Il y a aussi des micronutriments qui ne vont pas ensemble. C'est pour ça que d'étaler des repas sur une journée, avec différents repas, c'est beaucoup plus intéressant qu'un bourre-tout qui malheureusement comporte des choses qui se font concurrence à la digestion. Donc voilà, c'est pas sorcier. L'idée, c'est d'avoir les bonnes choses en bonne quantité, régulièrement, ou en tout cas étalé sur une journée, et pas de se dire bah tant pis, parce que tant pis, ça posera problème. Et surtout, ça vous jouera des résultats en moins. Les micronutriments, c'est pas non plus inutile. Voilà. Donc pensez bien à tout ça, sinon bah, ça vaut toujours la peine effectivement de se dire bah ok, je fais attention à moi et je mange globalement bien, et vous verrez que vous aurez des bénéfices inestimables et vous n'aurez plus jamais envie de revenir en arrière. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est mis à bien manger, à faire attention, à faire les choses correctement, me dire c'était mieux avant.
j'en ai jamais rencontré de personnes comme ça. Et je pense que vous aussi, si vous savez ce dont je veux parler. J'espère que ces études vous ont plu, que vous avez peut-être appris des choses aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé. Je vous laisse m'aider aussi en retour si vous voulez me laisser un commentaire et un like. Et du coup, avoir l'opportunité de participer au prochain podcast en étant peut-être tiré au sort pour l'étude de cas. L'étude de cas, c'est quoi? C'est un petit questionnaire à compléter dans lequel je vous pose des questions sur vous pour que je puisse vous connaître. Et du coup, vous aurez la possibilité de me poser des questions à la fin du document pour que je puisse vous aider dans ce prochain épisode dédié à vous. Et si vous n'êtes pas forcément tiré au sort sur cet épisode, encore une fois, vous pourrez être tiré sur les prochains épisodes et techniquement, vous aurez du coup encore plus de chances de l'être puisque vous êtes déjà dans le panier. Allez, à très bientôt. On se retrouve pour cet épisode dans 15 jours. On a 2 épisodes ce mois-ci, 2 gros épisodes. On a eu celui-ci que j'ai préparé et que j'espère qu'il vous a plu. Et on a aussi cet épisode-là, du coup, je vais préparer spécialement pour tout le monde et en essayant de répondre avec, bien sûr, de l'intérêt collectif, c'est-à-dire que ça puisse aussi servir aux autres. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que le prochain format vous plaît potentiellement. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.